Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Maëlle Bernier dans mon fauteuil IMO. Porte-parole et directrice de la communication de meilleurtaux.com, Maëlle se fait remarquer dans un milieu masculin à travers un langage franc et décomplexé. Vous allez l'entendre, elle a du peps, elle a le sourire dans la voix et une énergie indéfectible. Bonjour Maëlle. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans mon fauteuil IMO aujourd'hui. Je vais commencer par te poser une question qui est la suivante. Peux-tu me dire qui est Maëlle Bernier en 1 minute, top chrono? Alors, j'ai 47 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis directrice de la communication et la porte-parole du groupe Meilleurtaux depuis bientôt près de 10 ans. Précédemment, j'ai travaillé chez un concurrent de Meilleurtaux et puis avant en agence de communication financière. Je te remercie, Voilà. C'est moins d'1 minute. Parfait. Tu as eu une carrière assez extraordinaire, Maëlle. Aujourd'hui, tu te fais la pluie et le beau temps dans le monde des taux. Est-ce que tu peux nous expliquer quels événements ont contribué à ton succès aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y a énormément de chance quand même dans ce parcours. J'ai commencé par des études de droit, où je n'étais pas franchement excellente, faut bien le reconnaître. Je pense que j'ai pas laissé un souvenir impérissable à mes profs. Ensuite, j'ai bifurqué sur une école de communication. Et puis, par des hasards de la vie, je suis arrivée dans la communication financière. Alors, je faisais pas partie de celles qui voulaient absolument bosser dans le luxe, donc ça m'a ouvert des portes parce que beaucoup de jeunes femmes qui font la com veulent bosser dans le luxe. Et donc, effectivement, quand on s'oriente vers d'autres, quand on n'est pas fermé à d'autres métiers type la finance ou l'immobilier ou autre, on a des portes qui s'ouvrent. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Une bonne rencontre. Une bonne rencontre. Alors, quand je suis rentrée effectivement chez le concurrent, je suis arrivée à un moment où la boîte était en pleine explosion et il commençait juste à faire de la communication presse et il y avait tout à faire et donc tu as participé à ce lancement-là. J'ai participé à ce lancement en tout cas de la communication presse et puis cette marque s'est développée aussi grâce à ça, donc il y avait tout à faire et puis c'était une jeune boîte avec des jeunes patrons puisque à l'époque j'avais 27 ans et mes patrons avaient 30 ans. Sorte de start-up, on peut dire ça comme ça. Oui, sorte de start-up qui est devenu maintenant un gros groupe, mais à l'époque c'était effectivement une start-up. Donc cette rencontre-là, je suis rentrée sur un congé maternité, un remplacement de congé maternité. On t'a fait confiance. M'a fait confiance et la jeune femme que je remplaçais, c'est pour ça que je parle de chance, est revenue de son congé maternité, mais elle, la presse, ça la bottait pas. Et comme la boîte était en pleine expansion, elle s'occupait du market, moi des relations presse, et en fait, on a travaillé sans qu'il y ait de problème j'ai pris ta place ou voilà, c'était vraiment parfait. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de chance. Et puis aussi quand même beaucoup de boulot parce qu'il faut quand même pas se mentir. On est d'accord. Je ne comptais pas mes heures et je terminais pas à 17h. Et justement, tu es maman de 2 jeunes enfants. Comment tu parviens à concilier ta vie de maman et ta vie pro aujourd'hui ? Alors, j'ai 2 petites filles, effectivement, qui ont 8 et 11 ans. J'ai un mari qui est extrêmement impliqué dans l'éducation des filles. Il travaille à la maison, donc ça aide beaucoup. Papa nouvelle génération. Voilà, c'est lui qui fait la cuisine, c'est lui qui gère plein de trucs. Et donc, les filles voient leur maman travailler. J'habite en province, mais je travaille à Paris. Mais ça n'a jamais posé problème. Je pense que, honnêtement, quand les mamans sont heureuses, qu'elles soient à la maison ou qu'elles travaillent, les enfants sont heureux. Est heureuse J'essaye évidemment d'équilibrer. Je fais quelques sorties d'école le vendredi quand je peux. Je fais quelques activités quand je peux dans l'école. Mais voilà, j'équilibre. Mais je pense encore une fois que je donne à mes filles un modèle. Moi, je suis très alors pas féministe, MeToo, mais je pense qu'il faut vraiment expliquer aux jeunes filles qu'elles peuvent travailler, elles ont le droit de travailler, c'est compatible avec des vies de famille. Et donc, pour elles, c'est tout à fait normal, elles ont une maman qui travaille et il n'y a aucun souci, elles n'ont aucun problème, même avec leurs petites amies ou petites copines qui ont des mamans à la maison. Bien sûr. Et justement, ton mari, il fait quoi ? Alors, mon mari, il est artiste, il fait des toiles, il retape des fauteuils, donc il est vraiment totalement libre de son temps. C'est un artiste pur, donc moi je m'occupe des impôts et de l'URSSAF et lui il s'occupe de tout le reste. Justement, dans ton métier, ce que je trouve assez direct, c'est que tu es quelqu'un qui n'hésite pas à prendre position.
en période de crise, c'est toi qu'on envoie en première ligne. J'ai une question à te poser. Est-ce que ça te joue des tours parfois, et par exemple en ce moment? Alors, je vais toucher du bois et de la peau de singe. Globalement, non, parce que je pense qu'on a un discours. Moi, j'ai un discours en communication qui est très franc. Très honnête, c'est-à-dire que je n'hésite pas à dire aux journalistes quand ça va pas, quand ça va bien, ce qui donne une crédibilité, parce qu'à partir du moment où on est honnête, si vous voulez, les boîtes qui disent que tout va toujours bien et que la situation est extrêmement favorable et ça n'existe pas. Dans notre métier, il faut acheter, c'est le moment d'acheter. Je pense que si on répète ça pendant 20 ans, parce que ça fait bientôt 20 ans que je suis dans ce métier-là, bah, on perd toute crédibilité. Donc moi, j'ai une relation assez franche et honnête avec les journalistes. Je leur dis la vérité, je leur dis ce qui se passe sur le marché. Je n'ai jamais à ce jour eu d'entourloupe de presse, donc je ne sais, des offres craquées ou des choses comme ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. T'as jamais été confrontée à une situation cocasse, inattendue? Non, j'ai pas de souvenir de choses globalement. Moi, j'ai toujours eu alors j'ai eu évidemment des interviews un peu plus où j'étais plus jeune, où j'étais un peu avec des grandes têtes. Je vais donner un exemple. Typiquement, la première fois que je suis passée sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin, j'ai pas passé une super nuit la nuit d'avant parce que j'avais quand même un ponte en face de moi. J'étais assez jeune et en fait, bon bah ça s'est extrêmement bien passé. Alors je suis pas une femme politique, donc ça aide certainement. Mais voilà, j'ai un discours transparent et surtout, je me suis toujours dit, il faut expliquer les choses aux personnes qui écoutent comme si on expliquait à des amis autour d'une table le soir au restaurant. C'est-à-dire que rendre le sujet compréhensible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir dans des grandes théories, il faut prendre des exemples, il faut être concret. Et encore une fois, voilà, vous êtes une table de 8, on vous demande en gros, il se passe quoi sur les taux, comment prêtent les banques. On explique ça clairement et le public le reçoit avec des termes voilà, et compréhensibles. Et globalement, effectivement, ça fonctionne. Et c'est ce discours de franchise pédagogique et honnête en fait qui fonctionne et moi ma plus grande récompense c'est quand on me dit avec vous j'ai tout compris. Bon je me dis c'est bon, j'ai passé une bonne journée, je peux rentrer chez moi. Tu pourrais être prof en fait. Oui, alors là, je ne sais pas si j'aurai la patience. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce domaine du crédit immobilier ? Alors, j'ai une famille qui est très centrée, qui a toujours été tournée sur l'immobilier. Donc, je ne suis pas arrivée là par hasard complètement. J'ai un frère qui bosse en family office. J'ai un père qui a fait de l'immobilier aussi beaucoup. Donc, c'est pas nouveau. J'ai une tendance un peu terre à terre, un peu patrimoine. Donc, le côté pierre, je suis moi-même évidemment propriétaire. Ça négocié un bon taux ou pas ? Oui, j'ai eu la chance d'emprunter dans les dernières années. Donc, donc j'ai effectivement un excellent taux. Mais au-delà de ça, oui, voilà. J'acquiers pour moi, l'immobilier, la pierre, la structure, la résidence principale, sa maison, son chez-soi, ça a beaucoup de valeur. Et transmettre un patrimoine derrière à ses enfants, c'est pour moi un super cadeau. Je pense que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un patrimoine au départ. C'est une vraie chance, oui, pour démarrer dans la vie. Et on a un système français quand même qui est extrêmement protecteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un crédit, sans rentrer dans les techniques, un truc un peu trop technique, mais on a une assurance emprunteur. Et quand vous signez un prêt immobilier, quand vous sortez de chez le notaire, en fait, il faut se dire, ça y est, mes enfants ne seront pas à la rue, en fait. Absolument. Parce que s'il y a un gros pépin, le prêt, il est couvert. Donc ça, c'est quand même un élément de l'immobilier qui est quand même extrêmement rassurant et on transmet, on est sûr de transmettre. Après, ils feront ce qu'ils voudront du patrimoine derrière. Évidemment. Et au moins, ils ont ça. Ils ont ce choix-là. D'accord. La crise des taux, tu entends ça tous les jours. C'est évidemment ton sujet, c'est l'actualité. En mai dernier, tu as dit que le pire était derrière nous. Oui. Est-ce que tu le penses toujours ? Oui, je maintiens. Je maintiens et je le remaintiens aujourd'hui. Alors, le pire derrière nous, parce que... Alors, on va prendre sur les taux. C'est-à-dire qu'on est passé de 1% à 4% en 18 mois. C'est fulgurant. Les taux ne vont pas passer de 4 à 7 en 18 mois. Aujourd'hui, on est plutôt sur, on va dire, une période de... Pas encore de stabilité, mais je pense qu'on n'en est pas très, très loin. D'accord. Parce que les banques prêtent autour de 4,30, 4,5, même 4%, parce que quand on regarde réellement les offres éditées, en fait, on est plutôt autour de 4. Les taux auxquels elles empruntent sont plutôt, eux aussi, en phase de stabilisation depuis plusieurs mois. Et puis, on a des banques qui reviennent sur le marché après être totalement sorties du marché. Et qui réouvrent. Les robinets. Qui réouvrent. Et ces banques qui réouvrent, elles ont évidemment envie de nouveaux clients. Elles en ont perdu, parce qu'elles n'ont pas prêté même à leurs propres clients, pour certaines. Et donc, elles ont ce qu'on appelle, elles ont faim, en fait. Et elles vont aussi
contribué à limiter la hausse. Et pour la première fois, là, en début octobre, on a eu des barèmes qui étaient inchangés, c'est-à-dire des barèmes de taux qui restaient stables. Donc oui, je pense que le pied est derrière nous. Alors évidemment, c'est toute chose égale par ailleurs, hors tout ce qui se passe au niveau géopolitique, ce qu'on ne maîtrise absolument pas et qui n'était vraiment pas prévu. Mais en tout cas, si on est un peu... Voilà, moi, je persiste à penser ça. Du coup, pour 2024, tu penses que ça peut être un bon cru? Je pense qu'on aura... il faut oublier le dogme du taux à 1%, c'est terminé. Donc ça, c'est fini. Pour le moment, c'est terminé, mais à la limite, ça se renégociera plus tard. Après, on aura certainement des taux qui vont baisser et donc on pourra toujours renégocier. Mais tomber à 1%, c'était ça qui était anormal. L'argent, ça doit rapporter et ça doit coûter quelque chose. Mais encore une fois, aujourd'hui, quelqu'un qui signe à 4, rien n'empêche de dire que dans 1 an et demi, les taux seront à 3 et qu'il pourra renégocier. Bien sûr. Et dans les conditions actuelles de marché, si concrètement, je n'ai pas d'apport, est-ce que j'oublie la pierre et j'investis dans l'or? Je fais quoi? Si on n'a pas d'apport, effectivement, alors si on n'a pas d'apport mais qu'on investit dans l'or, ça veut dire qu'on a quand même un peu d'épargne, donc on a quand même un peu d'apport. Mais peut-être pas suffisamment pour investir dans la pierre. Pas suffisamment. Alors après, c'est des réponses qui sont très très différentes selon les projets, selon les âges, selon les profils des gens, selon les endroits, les lieux d'achat. Moi, je pense que quelqu'un qui a moins de 30 ans, qui débute dans la vie, qui n'est pas stabilisé professionnellement et même sentimentalement, acheter aujourd'hui, honnêtement, c'est peut-être pas la priorité absolue. En revanche, je pense que quand on a 40 ans, quand on a passé 40 ans, si on se projette à 25 ans plus tard, allez, on va dire même 27, parce que ce sera peut-être ça, on est en retraite, et avoir un bien payé, c'est une sécurité. Et se retrouver locataire au moment de la retraite, c'est un vrai risque de précarité. Donc, je pense que voilà, c'est un peu une réponse de Normand, ça dépend, mais surtout, effectivement, l'âge, le profil. Donc, si on a un peu d'argent, vous savez, aujourd'hui, il y a des livrets qui rapportent, il y a des choses qu'on peut faire, il faut se faire conseiller aussi en placement. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le tout, c'est d'être bien conseillé aujourd'hui. Le tout, c'est d'être bien conseillé, y compris en placement, parce que c'est très compliqué, les placements. Là, je vais faire un peu ma pub, parce que nous, on fait du placement chez Meilleur Taux. On a une boîte qui fait que ça. Et effectivement, c'est bien de le dire. Quand les taux immobiliers montent, les placements rapportent aussi plus. Donc, il faut réfléchir peut-être différemment. L'achat immobilier, c'est une protection, notamment sur la résidence principale. Avoir un investissement locatif, c'est bien, c'est des revenus. Mais il ne faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Exactement. Donc il y a peut-être d'autres possibilités. Pour ces gens qui ont un minimum d'épargne. Tout à fait. Aujourd'hui, qu'ils appellent les meilleurs taux. Aujourd'hui, il y a des choses tout à fait faisables, même avec 20-30 000 euros, parce que justement, l'épargne, l'argent rapporte à nouveau. Absolument. Concrètement, dans ton travail au quotidien, qu'est-ce que ça implique de représenter une marque? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton quotidien? Alors, une journée type. Une journée type, je dévore littéralement la presse. J'écoute 15 émissions en même temps. Enfin, évidemment, je suis sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, même si en ce moment c'est très anxiogène. C'est très anxiogène. Ouais, X, voilà. Ça, c'est un truc de vieux, ça y est, on va passer pour des vieux. Mais effectivement, donc, je commence comme ça. Souvent, je suis quand même pris dans un flot. C'est-à-dire qu'il y a le planning que je me suis fixé. Parce que j'ai une grosse partie de rédaction de contenu, puisque c'est moi qui crée les études. Je travaille évidemment avec les datas chez nous, qui me fournissent des datas, mais après il faut les mettre en forme, créer les études, avoir les idées. Mais souvent il y a un flot qui m'arrive dessus, c'est-à-dire que ma journée ne suit jamais son planning précis, puisque les journalistes ont eux leurs actus, eux leurs sujets, et la règle d'or, en tout cas moi que je me suis fixée depuis le début, c'est globalement, je pense que trouver un journaliste de la place auquel j'ai dit non 2 fois, je suis pas sûre que ça existe. C'est-à-dire que je me mets toujours en position de pouvoir répondre. De l'autre côté. Si je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Je peux pas vous aider, mais en tout cas de répondre très rapidement parce que je sais qu'eux sont très très contraints par le temps. Oui, tu essayes d'être disponible, et puis surtout les journalistes, c'est souvent action-réaction. Tout à fait, c'est pour ça. Très vite. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de journaliste, tu as un papa qui est journaliste? Oui, j'ai un papa qui était... Alors, il n'est plus, mais effectivement, j'ai un papa qui était journaliste, et alors, c'est sans faire une mauvaise analyse d'Ipienne, mais j'ai passé les premières années de ma vie, je faisais mes devoirs au sein de la rédaction, puisque, en gros, il venait me chercher, et voilà. Donc, j'ai grandi dans je faisais mes devoirs, alors c'était évidemment, comme je suis un peu âgée, dans une espèce d'univers complètement fumé, où les journalistes fumaient clope sur clope, où je faisais mes devoirs de français et mes accords de grammaire. Mais effectivement,
effectivement, je pense qu'il y a certainement un lien direct. Un petit lien quand on sait que j'ai effectivement grandi comme ça et que maintenant, mes interlocuteurs number one de la journée et de ma vie sont les journalistes. Ouais, c'est drôle. Ouais. Mon papa aussi, figure-toi. Aussi, ouais. On a ça en commun. Justement, si on reparle de représenter une marque, est-ce qu'il y a parfois pour toi des décalages entre le discours institutionnel de la marque et tes convictions personnelles? Eh ben, ça ne m'est jamais arrivé. Et honnêtement, si ça m'était arrivé, je pense que j'aurais cédé ma place. J'ai la chance d'avoir une boîte avec une dimension réellement. On a vraiment un rôle de conseil, d'aide. Évidemment, on vend des choses, on gagne de l'argent. Hein, ça, c'est pas ça. Mais on a vraiment un rôle de conseil. On se positionne vraiment sur le pouvoir d'achat pour aider les gens à faire des économies, à ne pas rester forcément à un moment donné avec leur banque s'ils peuvent changer, par exemple, d'assurance, comparer parce que il n'y a pas de prime forcément à la fidélité quand vous assurez votre voiture ou votre maison. Donc moi, je suis très en phase avec la philosophie, avec les valeurs portées par Meilleur Taux, avec l'éthique. Et j'ai la chance d'avoir, ça il faut quand même le reconnaître, une totale liberté et une indépendance, c'est-à-dire que j'ai un patron qui me fait confiance. C'était le cas du précédent aussi. Et je le remercie. Et je n'ai pas, si vous voulez, en communication, je n'ai pas le process de validation. Je n'ai pas le process de validation très long. Bien sûr, des discours. Voilà, donc voilà. D'accord, je comprends. Donc ça, c'est très important et ça joue aussi pour l'efficacité, évidemment. Bien sûr. En tout cas, tu crois à ce que tu racontes. Tout à fait. Et ça se ressent. Et même maintenant. Meilleur Taux vient de sortir son étude, auquel tu as grandement participé. Ce matin, j'ai une belle journée de médias d'ailleurs. Quelle en est la conclusion, rapidement? La conclusion, c'est qu'effectivement, cette hausse des taux, elle casse un peu quand même le pouvoir d'achat, elle diminue fortement. Tous les agents immobiliers de la place le savent, la capacité d'emprunt. C'est-à-dire que un couple moyen qui gagne 4 000 euros, il a perdu en 1 an et demi 70 000 euros de capacité d'emprunt. Donc c'est énorme. Si on se place, par exemple, pour un couple qui gagne 10 000, on est à plus de 150 000 euros de perdu. Donc c'est énorme. Donc évidemment, comme je vous le disais, on a changé de dogme, donc il faut faire avec. Il faut s'adapter. Et ce qu'il faut se dire quand même, c'est que sur l'achat immobilier, donc moi, ça fait quasiment 20 ans que je suis là-dedans, et tous les 2 ans ou tous les 3 ans, on dit « Ah si seulement j'avais acheté avant. Ah si seulement j'avais acheté à cette période-là. » Il y a toujours un côté « si seulement ». Donc je pense que quand on cherche un bien immobilier, quand on a envie d'acheter, on prend en cause on prend en considération le coût de l'argent, le prix de l'immobilier. Et puis à un moment donné, on se lance parce que... Et quoi qu'il arrive, on s'y retrouve, c'est ce que tu veux dire. C'est une protection. Sauf cas particulier de la vie, sûr, après, facteur exceptionnel qui pousse revendre peut-être à revendre trop c'est rapidement. Ça. Sinon, finalement, sur le long terme, c'est toujours gagnant-gagnant. Mais effectivement, je pense que globalement, on est gagnant. Je te remercie. Merci. Je vais te poser une dernière question, qui est ma dernière question dans mon fauteuil IMO. Je vais te laisser justement te projeter dans ce fauteuil et me dire si tu étais une pièce dans un appartement, tu serais laquelle et pourquoi? Alors, j'hésite entre deux. Alors, j'allais dire la cuisine, mais c'est pas pour ce que j'y fais, parce que c'est pas moi qui œuvre. Néanmoins, j'adore particulièrement. Alors, j'appelle ça les soirées cuisine, mais en fait, c'est quand on est 7-8 potes autour d'une table. Enfin, même pas une table. D'ailleurs, on picore. Il y a un bon vin blanc. Il y a un bon vin blanc. Il y en a un qui cuisine, l'autre qui ouvre les bouteilles, un qui ouvre les huîtres. Ça, c'est des moments que je trouve les moments de partage extrêmement agréables. Je me donnerai pas, mais c'est pour moi des moments de vie quand on est 7 ou 8 potes à discuter, à rigoler et à partager autour d'un bon saucisson, d'un bon fromage. Je trouve que c'est le meilleur moment de la vie. Donc ce serait la cuisine, même si je n'ai absolument aucun talent. Merci beaucoup, Maëlle. Merci. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. À bientôt. À bientôt.